quart d'heure d'actu, une émission du Plumeau. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est le quart d'heure d'actu, l'émission qui démêle les fils de l'actualité politique. Dans ce numéro du quart d'heure d'actu, on va s'intéresser à la contestation étudiante contre la réforme des retraites. Alors, pourquoi une contestation des étudiants contre la réforme des retraites? On se posera la question. Quelle est son ampleur? Quels en sont les acteurs? Et quel est son avenir? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour parler de tout ça, j'ai avec moi Louis-Xavier. Salut Louis-Xavier. Bonjour. Donc Louis-Xavier est un jeune journaliste qui s'est beaucoup intéressé aux questions de ce qui se passe sur les campus. C'est un fin connaisseur du terrain et de la psyché un peu des étudiants et des bloqueurs. Et donc on va parler de ça ensemble. Alors pour commencer, déjà, quelle est l'ampleur de ce mouvement dans la réalité? Alors tout d'abord, bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation. Concernant donc, le mouvement étudiant sur la réforme des retraites, en fait, il faut savoir que c'est essentiellement parisien pour l'instant, ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la quasi-totalité des universités en région parisienne, on va dire ça comme ça, qui sont bloquées. En province, quelques facultés, Rennes 2 et une faculté à Toulouse, qui sont bloquées, mais c'est principalement, il faut le dire, à Paris, avec des facultés qui sont traditionnellement bloquées, Nanterre, la Sorbonne, l'antenne de la Sorbonne à Tolbiac, mais aussi, et là on l'a appris ce matin, que l'université d'Assas allait aussi être bloquée. Donc il y a un mouvement il y a un appel en tout cas à bloquer l'université d'Assas. Donc on verra si ça se fait, parce que ça s'est fait très très rarement dans l'histoire. Donc quand on peut parler d'ampleur, on peut vraiment parler d'une grosse ampleur de ce mouvement étudiant pour les blocages contre la réforme des retraites, puisque en effet il y a quasiment toutes les facultés qui sont bloquées et qui ont décidé de reporter en tout cas les examens. Mais seulement sur Paris du coup, il n'y a pas de... Enfin, pour la sélection à l'université, finalement on avait quand même beaucoup de choses qui s'étaient passées effectivement à Toulouse, à Lyon, dans les facs habituelles effectivement qui sont souvent bloquées. Là c'est beaucoup moins le cas alors. En fait c'est beaucoup moins le cas pour une raison très simple, c'est que le premier argument des bloqueurs pour se faire passer entre guillemets pour apolitique, c'est de dire on peut pas aller en partiel à cause des grèves, donc on va bloquer. Étant donné que les grèves touchent essentiellement la région parisienne, ça casse déjà un argument quand on dit on veut bloquer à Rennes alors que les grèves n'impactent personne. En fait, le premier argument, à part à Nanterre, où là ils se disent ouvertement dans la lutte des classes et pour un front social et tout ce qu'on a l'habitude d'entendre, à part à Nanterre où c'est ouvertement pro-gréviste et anti-Macron, sur tous les autres facs, notamment à Descartes, où là les étudiants qui bloquent sont très attentifs sur le côté apolitique. Alors en réalité, on sait très bien derrière, quand on cherche un peu, que ces étudiants ont été contactés, qu'ils sont soutenus par l'extrême gauche qui bloque habituellement les facs, mais ils se disent apolitiques, et la seule raison c'est il y a des étudiants qui peuvent pas venir en partiel à cause des grèves, donc pour entre guillemets l'égalité des chances à l'université, tout le monde va bloquer. D'accord, ok, mais donc c'est finalement les étudiants qui aujourd'hui se plaignent, c'est pas pour aller manifester finalement, c'est plus parce que ils n'ont pas pu aller en cours et donc ils demandent le report des examens, c'est ça? Ils peuvent pas aller aux examens, ils peuvent pas aller en cours, mais c'est surtout ils peuvent pas aller aux examens, c'est pour ça qu'ils demandent le report des examens. Après, quand on fouille un peu, c'est juste un alibi, parce qu'on voit les messages qui circulent sur les réseaux, on voit les revendications sur place sur les blocages qui sont au final contre la réforme des retraites. C'est le fond du sujet. Je voulais juste souligner le fait que entre guillemets dans leur stratégie à eux, c'était absolument pas à mettre en premier plan, parce qu'ils voulaient se déclarer apolitiques. Pour entre guillemets faire converger l'ensemble des étudiants vers le blocage. Je pense qu'on y reviendra, mais c'est assez peu le cas au final. Mais comme toujours, c'est une minorité qui bloque tout le monde, qui fait avancer en tout cas les blocages. Et donc les blocages sont finalement la retraite. Est-ce que c'est vraiment contre cette réforme des retraites ou plus contre le gouvernement Macron en général? Alors c'est contre cette réforme des retraites. Après il faut bien le dire, je pense que comme les étudiants comme tout le monde ont un peu du mal à comprendre ce qu'il y a vraiment derrière cette réforme.
C'est aussi contre Macron parce qu'on a vu des blocages avant même complètement cette réforme des retraites. On a vu quelques blocages. Emmanuel Macron, pour ces étudiants-là, là je parle des étudiants d'extrême gauche, qui sont les bloqueurs et qui rejoignent le mouvement et que j'ai vu dans les manifestations contre la réforme des retraites, c'est des étudiants qui ont toujours été des fervents opposants à Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, on voit que ces gens-là sont complètement sortis du système politique, d'ailleurs, parce que c'est au-delà d'Emmanuel Macron. Moi, je suis allé les interroger personnellement sur d'autres personnalités, même Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ou Benoît Hamon. Et même ces personnalités-là étaient considérées comme des traîtres à la lutte des classes, au Front Social, enfin, toute cette rhétorique. Ouais, quand même. Donc en fait c'est bien au-delà de Macron. Alors Macron évidemment c'est le monstre libéral, donc il est particulièrement touché, on va dire, mais ça va plus loin même, ça va encore plus loin. Alors il y a effectivement donc ce rejet de Macron, il y a pour l'autre partie des étudiants quand même qui sont quand même moins politisés, un rejet de cette réforme des retraites. Parce que tout simplement, ils entendent et ils pensent, peut-être, je mets pas de jugement de valeur sur cette réforme, je dis juste que ces étudiants pensent qu'ils vont y perdre. Il faut bien le dire aussi, il y a quand même une frange des étudiants qui voient aussi dans cette lutte contre la réforme des retraites un bon moyen de ne pas passer ces examens. Ça a toujours été le cas et c'est pas, entre guillemets, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est finalement un truc qui peut paraître vraiment étonnant, c'est pourquoi est-ce que les étudiants devraient lutter contre cette réforme des retraites, sachant que, il faut bien finalement que l'argent vienne de quelque part. C'est-à-dire que si on garde le régime tel qu'il est aujourd'hui, les cotisations vont devoir augmenter. Et les cotisations, c'est ceux qui sont étudiants aujourd'hui qui vont les payer dans 5-10 ans. Alors que eux-mêmes, leur retraite, elle ne va pas être avant 35, 40, voire 50 ans. Du coup, c'est vraiment là-dessus. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, finalement, eux devraient être opposés à cette réforme qui, finalement, ne touche pas aux acquis des baby-boomers. Il y a deux choses. La première chose, c'est sur la forme, en fait, tout simplement sur la réforme une réforme des retraites en général, quel que soit le contenu. Ces étudiants-là, ça a toujours été le cas. Dès qu'il y a eu une réforme des retraites, qu'elle soit dans le gouvernement de droite ou de gauche, les étudiants se sont quasiment toujours opposés. Même quand elle allait dans le sens, entre guillemets, un peu dans leur sens, ils sont quand même toujours opposés, ils ont toujours manifesté. Il y a un vrai sujet sur la précarité. Mais justement, le fait qu'il y ait des cotisations extrêmement élevées, c'est aussi un facteur qui rend la vie plus difficile pour les étudiants, pour les jeunes actifs. Et là-dessus, donc, il commence à parler de précarité. Je crois que les syndicats des professeurs et tout veulent aussi des augmentations de salaire, ce qui serait parfaitement logique si on passe au système à points. Mais en fait, ces étudiants voient de la précarité partout, et ils pensent aussi que l'argent se trouve avec un claquement de doigts. Donc ils se disent tout simplement pourquoi on va faire une réforme qui va baisser les retraites alors qu'on pourrait simplement augmenter les cotisations des patrons. Ouais, c'est ça. Voilà, des patrons, des entreprises du CAC 40, des grosses entreprises, du capital. En fait, pourquoi dans leur tête il y a une incompatibilité il y a une incompréhension, parce qu'ils disent tout simplement, mais en fait on a l'argent, la France est un pays riche, on a Bernard Arnault, si on divise le salaire de Bernard Arnault, je l'ai entendu, par le nombre d'étudiants en France, on peut donner à chaque étudiant en France un SMIC pendant quasiment toute la durée de ses études. C'est quasiment ça, c'est les calculs vraiment simplistes qui sont faits. Parce que les étudiants qui viennent après, une fois qu'on a dépensé la fortune de Bernard Arnault, ça personne n'y pense. Non, mais ça personne n'y pense. En fait, à chaque fois, c'est toujours pareil, il y a toujours le premier round du raisonnement et on va jamais plus loin. Ces étudiants sont aussi très influencés par notamment tous les syndicats qui existent aujourd'hui, notamment les syndicats Sud, CGT, notamment pour prendre l'exemple de Nanterre qui est quand même assez révélateur. Ces étudiants-là à Nanterre sont très influencés par les syndicats de la Poste du 92 et du 93 notamment, qui sont continuellement en grève. Ils sont très influencés aussi par des organisations de sans-papiers qui travaillent pour des mairies. Alors, beaucoup d'organisations comme ça
qui sont toujours dans leurs revendications, qui sont déjà en train de penser à leur retraite, parce que c'est vrai, ils en sont un peu plus proches que les étudiants. C'est un peu les idiots utiles, pour parler, là si je veux rentrer un peu plus trivialement dans le sujet, c'est un peu les idiots utiles des boomers qui vont bientôt aller à la retraite et qui veulent conserver une bonne retraite. Ils disent c'est bien, on a des étudiants qui sont très engagés, à cet âge-là, il faut bien le dire, c'est quand même un peu plus influençable. Donc oui, de toute façon dans toute rhétorique marxiste, parce que c'est bien ça, de lutte des classes de ces étudiants-là, on a toujours une frange des jeunes qui va être instrumentalisée et qui va être manipulée par les plus âgés pour garder leur retraite. Et puis il y a aussi un fantasme pour le coup chez les jeunes de la retraite, du versement entre guillemets de l'État, de l'aide de l'État, ouais c'est ça, le front social, et la redistribution, ça a toujours été très important pour eux. En fait, la valeur travail, là, ils la voient de manière totalement différente, je pense, de l'ensemble de la population française. Eux, ils voient juste l'État comme quelqu'un qui va leur assurer une vie confortable en leur donnant des aides jusqu'à toute leur vie en fait, mais quel que soit le travail qu'ils fournissent. Mais donc justement, ils voient pas ça du tout comme ce que c'est-à-dire un système assurantiel, c'est l'assurance vieillesse, c'est-à-dire qu'on paye pour les accidents de la vie, donc on paye des cotisations, une sorte de premium comme pour une assurance voiture, toute notre vie, pour que le jour où on a un accident qui est, qu'on devient âgé, eh bien, qu'on se retrouve à récupérer quelque part donc une compensation de l'État, mais qui est le résultat aussi du fait qu'on ait payer notre premium d'assurance toute notre vie, et à hauteur aussi de ce qu'on va récupérer à la fin. Entre quelqu'un qui a une très grosse voiture et une petite voiture, on ne paye pas les mêmes premiums d'assurance parce que justement, s'il y a un accident à la fin, on récupère plus ou moins d'argent. Et ça, en fait, c'est des choses qu'ils n'envisagent même pas. Pour eux, les seuls qui doivent payer des cotisations et les seuls qui doivent payer quelque chose, en fait, exercer la solidarité, parce que c'est aussi la solidarité. Ah oui. Ce sont les riches, les patrons, les capitalistes. Et c'est pour ça que même si il y a une réforme qui arrive, qui va entre guillemets donner, c'était un peu le début, c'était 1 euro cotisé, on récupère 1 euro qui peut sembler quelque chose de très juste. Pour eux, c'est absolument pas juste, parce que quelqu'un qui va gagner moins d'argent, pourquoi il paierait quelque chose alors qu'à côté il y a Bernard Arnault qui paye en fait autant que la personne qui a gagné 2000 euros. En fait, en plus dans la réalité des choses, c'est pas vrai. Mais il y a toujours un grand fantasme en fait, le riche ne paye quasiment pas d'impôts, et il y a que les pauvres, on va dire, qui payent, qui sont assommés par l'État. Ils ne savent pas que Bernard Arnault paye quasiment 1 milliard d'impôts par an en France. Oui, non, mais ça, c'est un autre sujet, mais il y a même la question... Pour eux, c'est le sujet principal, en tout cas. Oui, parce que donc, ils ne se considèrent pas comme le fait qu'ils vont être touchés le jour où ils travailleront, ça c'est un point. Mais il y a quand même un sujet qui est finalement assez peu abordé, je trouve, c'est le fait que dans cette réforme des retraites, il est prévu de sortir du système justement tous les plus hauts salaires. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort comme signal, et qui est peut-être effectivement quelque chose auquel on pourrait s'attendre, ce qui s'attache beaucoup plus. Parce que si on sort justement tous les salaires les plus riches du système de retraite, déjà, ils sortent du système de la solidarité, quoi. Donc, parce que c'est l'histoire avec un abaissement quand on est au-dessus de... Avant, c'était 30 000 euros par mois de salaire. Tout ce qui était au-dessus, c'était pas sujet à cotisation. Maintenant, c'est juste au-dessus de 10 000 euros par mois. Tout ce qui est au-dessus de 10 000 euros par mois de salaire n'est pas sujet à cotisation. En fait, justement, dans cette réforme, ils sortent les plus riches de la solidarité nationale. Donc, c'est très étonnant qu'ils n'appuient pas plus sur ce point-là, quoi. Pour les étudiants, je pense qu'on réfléchit peut-être sur des paramètres que
n'envisage même pas en fait. Il se pose même pas cette question. Il faut savoir que dans ces mouvements, il y a toujours un leader ou deux par université qui cumulent souvent les 3 casquettes de l'UNEF, le NPA et Solidaire, on va dire. C'est les 3 plus gros dans les universités les plus à gauche. Et ces leaders-là, eux, ils sont formés par les membres notamment du NPA, même parfois de la France Insoumise, mais c'est beaucoup moins le cas. Donc le nouveau parti anticapitaliste est toujours en fait, est toujours très très présent. Très présent sur les universités. En fait, ils tiennent les chefs et ceux qui forment les chefs. D'accord. Donc c'est quand même eux qui sont les plus vindicatifs et les plus, on va dire, les plus puissants, parce que au final, c'est assez paradoxal. C'est assez paradoxal. Pas tant que ça, mais dans tous ces mouvements étudiants, il y a toujours un chef. Oui, d'accord. Il y a toujours un chef, la figure charismatique. Je prends à Nanterre l'exemple de Victor Mendez, en plus qui s'est trouvé un joli nom de révolutionnaire, parce qu'il s'appelle Ansel Burgo, il me semble, ou Burgo. Et cette personne-là est président ou responsable de l'UNEF, du NPA et d'un autre syndicat, donc j'ai oublié le nom, à Nanterre. Et en fait, lui, il a toute la rhétorique marxiste, qui va vraiment jusqu'à des imbécilités sans nom. Il m'avait répondu dans une interview qu'il fallait faire venir par exemple tous les travailleurs étrangers pour faire pression à la hausse sur des salaires. Enfin, vous voyez ouais, on va dire même la débilité de ces arguments, mais toujours est-il que comme il a un ton très assuré, c'est vrai, il a du bagou, il parle bien, tous les étudiants le suivent, entre guillemets, sans vraiment réfléchir au message. Donc en fait, on est vraiment dans une rhétorique marxiste qui, sans contradiction, effectivement, est implacable, sans aucune contradiction. Et comme il n'y a aucune contradiction puisqu'il n'accepte pas le débat, on le voit même avec les journalistes, même les journalistes, entre guillemets, des télévisions, ce qu'on va dire traditionnelles, mainstream, je vais citer BFM TV ou LCI ou CNews, ces trois télévisions-là sont considérées comme fascistes par ces étudiants-là. Donc on est arrivé à un point de refus du débat, de refus même de la démocratie, de tout ce qui va avec, des idées contraires, qui fait qu'en fait c'est très simple d'imposer une petite rhétorique, une petite musique qui ressortent à chaque fois, qui ressortent tous les jours devant des étudiants qui, pas très politisés à la base, qui viennent d'arriver en fac. Oui. Bah, ils vont pas se poser la question plus loin parce que c'est sympa aussi bloquer un partiel, c'est un peu grisant, non, c'est très bien fait. On reconnaît là vraiment la méthode du NPA, la méthode, c'est une méthode marxiste. Et quel est le rôle du coup de l'administration et des professeurs dans tout ça? Est-ce qu'ils sont plutôt en soutien? Est-ce qu'ils sont plutôt essayer de casser les blocages? Enfin, comment ils voient les choses? En fait, il y a plusieurs choses. Il y a toujours le président de l'université qui essaye quand même de casser les blocages, parce que lui, il a des problématiques très, très concrètes. Il faut que ces partiels aient lieu parce que sinon on va reculer encore, et lui, il faut qu'il y ait des examens parce que sinon toute l'année est compromise. Il ne peut pas reculer ses examens indéfiniment. Et il faut en plus que le diplôme vale quelque chose, donc il faut absolument qu'il y ait des examens. Donc lui, il est un peu le président de l'université, généralement dans une très mauvaise posture, surtout que, et là c'est ça qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de professeurs qui apportent leur soutien aux bloqueurs. Ouais. Beaucoup. Moi je suis dans des groupes sur les réseaux sociaux de bloqueurs, tout ça, où il y a beaucoup de captures d'écran, de mails, donc de courriers de professeurs, de soutien aux étudiants. De soutien aux étudiants, où il y a une rhétorique aussi de lutte des classes. Dans les mails de ces professeurs où entre guillemets on vous soutient même si ou des professeurs qui disent même si les partiels ont lieu, je refuse de corriger les copies, je refuse de surveiller le partiel, l'examen. Donc en fait les professeurs jouent un rôle un peu trouble, ce qui n'aide pas le président de l'université. Et au milieu il y a l'administration qui, entre guillemets, est entre les deux, parce que l'administration n'a pas le droit de prendre, entre guillemets, encore moins le droit de prendre parti pour quelque chose. Donc ça se rejette la balle entre les professeurs, le président d'université. Et au final, d'ailleurs, le président d'université n'a pas d'autre choix que de décaler les partiels, parce que en fait, même si la faculté n'est pas bloquée, il y a beaucoup de professeurs qui disent, même si,
En gros, il y a partiel tel jour, mais je ne viendrai pas. Hmm. Donc, en fait, le président est totalement bloqué et ne peut absolument rien faire. Donc, c'est pour ça que, à part à la faculté d'Ivry, où les étudiants ont été très, très durement réprimés, avec suppression de bourse, même remboursement, obligation de remboursement de bourse pour les étudiants qui ont été pris en flagrant délit de blocage, on va dire ça comme ça. Fou, ça. Donc ça, c'était une décision qui est très unique dans ce paysage. À part ça, non, les présidents des universités sont pieds et poings liés, ils ne peuvent pas faire grand-chose au final. Et du coup, quelle issue tu vois à tout ça? Parce que bon, donc là, on est jeudi 9 janvier, jour de grande mobilisation. Les négociations avec le gouvernement n'ont pas l'air de beaucoup avancer. Donc probablement que, en tout cas, la contestation va continuer. Et du coup, au niveau des universités, qu'est-ce qui va en ressortir? Est-ce qu'ils vont réussir à faire les examens quand même? Ouais, moi, je pense que les universités vont céder sur les revendications des bloqueurs. En tout cas, sur les revendications les plus raisonnables. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent voter une note politique de 15 ou de 20. On l'a vu il y a un an. Il me semble qu'il y avait un cas où ça s'est fait, où il y a une note politique, mais elle a été de 11 ou 12. Ouais. De toute façon, c'est une très mauvaise chose pour tout le monde, au final, en plus, ces notes politiques. Donc je pense que... Quand tu dis une note politique, c'est que tout le monde a en gros, tout le monde a la même note. Voilà. Ouais, tout le monde a la même note, et la note est fixée. Généralement, les syndicats demandent 15 ou 20, même parfois des syndicats de professeurs demandent 15 ou 20, et généralement, il y a un compromis autour de 11-12, quoi. Pour donner, mais en même temps que ça ne vale pas, grand-chose. Donc je pense que les universités, d'ailleurs c'est comme dans le dialogue social français plus général, vont céder sur la chose la plus raisonnable, c'est-à-dire, à mon avis, ça va se finir par des devoirs maison, en gros pour tous les étudiants, à la place de partiels, sauf dans quelques filières où ce n'est pas bloqué, notamment toutes les filières scientifiques. Voilà, c'est comme d'habitude, il n'y a que les filières scientifiques qui ne sont pas bloqués, donc eux vont avoir des partiels, et le reste ça va être des devoirs maison, mais je pense que le mouvement va quand même continuer un certain moment. Tout ça va dépendre des revendications, tout ça va dépendre des avancées effectivement du dialogue entre le gouvernement et les syndicats. Mais il faut savoir que ces étudiants-là n'auront jamais fini de militer ou de bloquer les partiels. Oui, c'est ce que j'allais dire finalement. Là, donc, il y a eu quand même la contestation contre la réforme de la sélection à l'université. Maintenant, là, la réforme des retraites qui, finalement, n'impacte pas les étudiants directement, avec quand même à nouveau des blocages. Est-ce que ça va continuer à chaque occasion? Est-ce qu'il y aura toujours ce foyer de contestation contre Macron jusqu'en 2020? Ils sont en perpétuelle recherche d'alibi, parce que ces comités directeurs, à chaque fois, des étudiants qui bloquent, qui sont là d'ailleurs plus de 5 ans dans les universités. Bon, je vous laisse deviner pourquoi. Généralement, ils sont là plutôt 8-10 ans. D'accord. Mais quasiment. Toujours avec des bourses ou quand même pas? Alors, il y a certains cas où ils sont toujours avec des bourses. Alors, généralement ils se font retoquer, mais il y a quelques individualités où effectivement, ils ont toujours leur bourse pendant 8 ans, ce qui est totalement aberrant, alors que ce qui est en plus légalement interdit. Et du coup, tu m'étonnes qu'ils aient envie que que les années d'étudiants comptent pour la retraite là, à ce moment-là. Voilà, sans cotiser. Et c'est un fonds de commerce. De la part de ces étudiants bloqueurs, mais il faut bien comprendre qu'ils sont 5-10 par université à la base, hein. Le noyau dur, c'est 5-10, entre 5 et 10 personnes par université. Quand on fait le rapport avec les 30 000 étudiants de Nanterre, par exemple, on se dit que Nanterre, avec 30 000 étudiants, ils sont bloqués par, au final, 5-10 étudiants qui arrivent à rameuter avec eux, même une centaine, grand maximum d'étudiants. Donc c'est un fonds de commerce, donc ils sont toujours en recherche d'alibi. Donc même si la réforme des retraites passe ou ne passe pas, quoi qu'il arrive, il y aura encore des blocages à la fin de l'année pour la deuxième session d'examen. Pour autre chose, ils vont trouver autre chose. Et c'est ça qui est vraiment dommage, c'est quand on voit les effectifs des bloqueurs et les effectifs des universités, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Parce que ces étudiants-là vont toujours chercher à bloquer. Comme je disais précédemment, les étudiants bloqueurs sont pour la plupart vraiment sortis du système. C'est-à-dire que même les solutions les politiques les plus extrêmes ne sont encore pas assez extrêmes pour eux.
On peut se dire que dans le champ politique, si entre guillemets on va avoir un réel impact à gauche, quand on est à gauche ou à l'extrême gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui. Il n'y a personne d'autre qui sort du lot vraiment pour son jugement de valeur, hein, c'est factuel. Sauf que même Jean-Luc Mélenchon est considéré comme un traître par beaucoup de ces étudiants-là. Effectivement, si la seule solution politique, quand on parle vraiment de solution politique au premier sens du mot, c'est Olivier Besancenot, ces étudiants-là vont continuer. Il leur reste que l'action directe. Il leur reste que l'action directe. Quand il y a, je fais une rapide aparté, mais quand il y avait eu l'épisode tragique où l'étudiant un étudiant s'était immolé par le feu parce qu'il avait perdu sa bourse, puisqu'il avait redoublé pour la deuxième fois. Donc automatiquement, il perdait sa bourse. Et que tous les étudiants, justement, les mêmes étudiants avaient manifesté en disant il y a une responsabilité du gouvernement parce qu'on est précarisé, parce que les bourses sont pas assez élevées, parce que c'est scandaleux qu'on perde sa bourse après deux redoublements. J'aimerais simplement dire quelque chose, même au-delà du cas de ce pauvre jeune homme, c'est que la bourse, au final, quand on regarde bien, pour beaucoup de ces gens-là, ça finance le militantisme. C'est un financement du militantisme. Parce que ces gens-là n'ont jamais en cours. Ces personnes qui bloquent, c'est très facile de vérifier par leur activité sur les réseaux, en assemblée générale. Ils sont toujours en assemblée générale, pas forcément étudiants d'ailleurs, de tous les mouvements syndicaux, on les voit partout. Ces gens-là ne sont jamais en cours et ils perçoivent quand même des bourses pour étudier. Donc moi, au contraire, il faudrait plus de contrôle sur la bourse qui est délivrée, parce que c'est quand même de l'argent, l'argent du contribuable qui est donné pour ensuite donner des bonnes études à tout le monde, ce qui est très bien. D'ailleurs, le système de bourse, je ne le remets absolument pas en cause. C'est le système, c'est qu'il faut que ce système soit plus contrôlé, parce qu'effectivement, il devient un peu, dans beaucoup de cas, le financement d'un militantisme qui en plus va empêcher les autres élèves de travailler. Oui. C'est ça qui est dommageable. Donc oui, effectivement, là, les perspectives de ce mouvement de contestation étudiante, ça sont pas très bonnes. Parce que si effectivement on continue comme ça, réforme des retraites ou pas, je pense que ça va continuer. Il faut vraiment que ça cesse pour tous ces autres étudiants où il y a un rapport même de 1 à 10 000 quasiment, ou de 1 à 10 000, où tous ces autres étudiants ne peuvent pas étudier dans de bonnes conditions. Mais justement là-dessus, donc même s'il y a un rapport de 1 à 10 000 sur les bloqueurs par rapport aux étudiants qui sont effectivement qui potentiellement aimeraient bien passer leurs examens, comment tu expliques que le blocage réussisse? C'est qu'il y a une forme de majorité silencieuse qui finalement s'en fout un peu, ou ça lui convient d'avoir les examens bloqués, ou en tout cas ils vont pas aller se mouiller pour dire ah non mais moi j'ai envie de passer mes cours, etc. En fait, la seule différence, c'est l'organisation. C'est que 30 personnes ou 50 personnes organisées sont beaucoup plus puissantes que 10 000 personnes non organisées et qui ne convergent pas mais vers un même but. Il est vrai qu'il y a une partie des étudiants non bloqueurs qui, entre guillemets, s'amusent de cette situation-là aussi, et qui se disent très bien, je ne vais pas passer mes partiels, c'est pas pour autant que je vais aller bloquer. Mais il y a quand même une grande partie des étudiants qui sont quand même très impactés, parce que quand on a une note politique, par exemple de 11 ou 12, à son partiel de fin de 3e année d'études, donc avant de rentrer en master, si l'étudiant en question veut changer d'université, par exemple qu'il était à Nanterre et qu'il veut aller à la Sorbonne ou à Assas, la Sorbonne, les comités de la Sorbonne ou de Panthéon-Assas vont voir que cet étudiant vient de L3, donc 3e année de Nanterre, et qu'au second semestre, il a eu 12, mais comme tout le monde. Et cet étudiant-là, il ne va pas être pris en master dans une autre université, donc c'est vraiment très dommageable. Et d'ailleurs, c'est pas souvent très bien perçu par les étudiants non bloqueurs, mais qui en même temps ne font rien pour empêcher ces blocages, et parfois qui s'en amusent. C'est pas très bien perçu, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de contestation, une énorme contestation. Et puis il faut dire qu'il y a de la violence aussi, par exemple à Nanterre et même à la Sorbonne l'année dernière, il y
y a plusieurs cas de violence où des étudiants qui voulaient aller en examen se sont fait, il faut le dire voilà, trivialement, se sont fait casser la gueule parce qu'ils voulaient rentrer en session d'examen. Donc il y a une peur aussi, parce qu'il y a une violence, il y a une violence de la part des bloqueurs. Il y a une violence de la part des bloqueurs, et la violence vient souvent d'ailleurs d'éléments qui ne sont pas, j'ai oublié d'en parler, qui ne sont pas de la fac. C'est-à-dire des éléments qui sont rapportés. Par exemple, l'année dernière, sur l'université de Tolbiac, enfin l'antenne de Tolbiac, donc de la Sorbonne, c'était des Black Blocs, littéralement des Black Blocs qui étaient venus bloquer l'université, et qui avaient effectivement, qui s'étaient battus contre d'autres étudiants qui voulaient tout simplement aller en examen. Donc, mais ça, il y a eu ça aussi Alors, cette année, non. Cette année, il y a eu 2-3 cas de violence, notamment hier, à Nanterre, où des étudiants qui étaient en train de composer se sont fait arracher leur feuille d'examen et expulser de l'amphithéâtre alors qu'ils étaient en train de composer. C'était un des seuls partiels qui avait réussi à se tenir dans l'université. Et donc, voilà, les militants de l'UNEF et du NPA sont rentrés dans la salle, dans l'amphithéâtre, et effectivement, oui, là, il y a eu quelques cas de violence. C'était pas aussi violent que l'année dernière, mais à mon avis, c'est qu'un début. D'accord. Bon, bah écoute, on va voir, mais en tout cas, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement les étudiants puissent passer leur partiel, qu'ils retournent en cours pour le reste du semestre, et puis pour ce qui est de la réforme de la retraite, ça on verra. De toute façon, c'est pas entre nos mains, et bon, malheureusement, ça n'a pas l'air d'être entre des mains expertes ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, donc bon, malheureusement, je pense qu'on est parti pour devoir subir. Oui, encore puis il faut que le climat s'apaise, parce qu'on est quand même, on le voit même, c'est au-delà du simple fait des universités, le climat est quand même très tendu, et la France est quand même très fracturée aujourd'hui. Donc, voilà. C'est sûr que le niveau de tension est vraiment, à mon sens, très, très préoccupant. C'est aussi pour ça que je posais ces questions sur voilà, les risques de contestation futures aussi, toujours dans les universités, qui pourraient peut-être redevenir à nouveau encore plus violentes. Et donc oui, l'avenir le dira, mais en tout cas, merci de nous avoir informés comme ça sur la situation effective sur le terrain, et finalement de la mentalité de tous ces bloqueurs. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à toi, Xavier. Et merci à vous tous pour votre écoute. Et donc à bientôt, à la semaine prochaine pour une émission sur la société.